Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Hervé de Carmois. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes venus à votre rencontre par rapport à votre livre que vous avez écrit en compagnie de Alexandre Adler, Où va l'Amérique d'Obama, et également par rapport à votre autre livre, Leur Amérique, qui lui est sorti en 2007. Tout à fait. Alors la première question, c'est la suivante. Obama a suscité un immense espoir planétaire lors de la campagne électorale. Il a très vite reçu le prix Nobel de la paix. Nous voici à la fin de son mandat et certains disent que ce prix n'a pas été vraiment mérité. Lorsque un dirigeant reçoit un prix Nobel, il reçoit le prix Nobel à la fois pour ce qu'il a fait et pour ce que son pays a fait. Or, il a reçu son prix Nobel quelques mois après d'être arrivé à la présidence des États-Unis, et donc il ne peut pas avoir reçu son prix Nobel pour ce qu'il a fait. Par contre, est-ce que les États-Unis ont pris des mesures qui sont dans l'intérêt de la paix au cours des 10, 30 ou 50 dernières années? La réponse est oui. Toutes les initiatives que les États-Unis ont prises n'ont pas été bonnes, mais il n'empêche qu'ils sont intervenus notamment pour limiter les risques de guerre civile dans différents pays du Moyen-Orient. Alors vous êtes également vice-président de la commission trilatérale Europe. Que pensez-vous des controverses qui circulent aujourd'hui sur Internet à propos du fondateur de cette commission, Zbigniew Brzezinski? Excusez-moi pour l'accent. Oui. Quel est le but de la trilatérale? Moi, j'y suis depuis à peu près sa création. Le but de la trilatérale, c'est de forcer le triangle du pouvoir États-Unis, Japon, Europe à travailler ensemble pour résoudre des problèmes qui leur sont communs et qui sont des problèmes mondiaux. Je vous donne un exemple. Nous avons fait un rapport sur Iran, Israël, États-Unis, où l'Europe a représenté un point de vue qui était à l'opposé des États-Unis. Nous avons fait des rapports sur l'immigration qui ont permis d'assouplir dans certaines régions du monde les règles d'immigration. Nous avons fait un rapport sur l'énergie qui a permis de prendre des mesures, notamment dans les énergies renouvelables. Donc, nous sommes discrets, certains diront secrets. Nous sommes en gros 450 et nous travaillons sur des problèmes où, entre nous, nous n'avons pas toujours le même point de vue. Nous sommes donc une association qui regroupe des dirigeants de haut niveau, de droite et de gauche, et nous essayons de faire avancer les solutions. Voilà. Merci. Alors, en fait, ma question n'était pas tellement sur la commission trilatérale. Ma question portait plus sur la personne de Zbigniew Brzezinski et deux éléments. Le premier, c'est le fait que dès 1979, Brzezinski donc a été en Afghanistan et au Pakistan donc pour haranguer et aider donc les futurs moudjahidines afghans. Puisque il savait apparemment 6 mois à l'avance que l'URSS allait envahir l'Afghanistan. Donc ça c'est le premier élément qui est très critiqué par beaucoup d'internautes. Et le deuxième élément, c'est donc suite à la guerre du Vietnam, son livre Between Two Ages, dans lequel il parle de la guerre secrète qui doit être ignorée des opinions publiques, voilà, suite à la guerre du Vietnam, donc tout simplement. Je dirais deux choses. D'abord, sur le fait qu'il y ait une dimension secrète dans l'activité internationale des États-Unis, me paraît une critique difficilement acceptable, parce que quiconque exerce
le pouvoir à l'échelle internationale. Il y a une partie de l'exercice du pouvoir qui est visible et il y a une grande partie qui est invisible, qui est secrète, et on ne peut pas tout porter sur la place publique. Plus on est fort, plus on est grand, et je dirais plus on est riche, plus on a une face cachée du pouvoir. La Russie l'a eu, en son temps la France l'a eu au XVIIIe et début du XIXe, l'Angleterre a eu cela pendant plus d'un siècle. C'est inhérent à l'exercice du pouvoir. Sur l'Afghanistan, je dirais que Brzezinski, comme de nombreux responsables américains, ont commis, à mon avis, très largement des erreurs de jugement qui sont regrettables, mais ils ont fait d'autres choses extrêmement positives. Donc, vous connaissez cette phrase de Xu Enlai, à qui Kissinger demandait que pensez-vous de la Révolution française, et il répondait c'est trop tôt pour le dire. Merci. Une dernière petite question, puis après je vais passer le micro à mon collègue. Pouvez-vous expliquer aux internautes ce qu'est le traité transatlantique ? En une minute, le traité transatlantique, c'est un accord de collaboration entre l'Europe et les États-Unis qui couvre non seulement les aspects militaires, mais aussi la collaboration politique par rapport à ce qui est à l'extérieur de l'Europe et des États-Unis. C'est donc un traité qui facilite et encourage un travail étroit entre les responsables politiques, économiques et financiers des deux côtés de l'Atlantique. Eh bien, pour revenir là-dessus, donc la Constitution européenne, donc qui avait été refusée par référendum en 2005, a été réadoptée sous la forme du traité de Lisbonne. Donc, dans ce contexte, quelle est la légitimité démocratique des résolutions adoptées par le Parlement européen en faveur du traité transatlantique pour 2015 ? Il est exact de dire que nous avons eu, notamment en France, un vote défavorable par rapport à l'Europe. La légitimité, à mon sens, est celle de se demander si la construction de l'Europe, sous ses différentes formes, est dans l'intérêt général des Français à long terme. Et est-ce que nous avons raison d'essayer de construire une communauté de 450 à 500 millions de personnes? Ma réponse sera assez simple. Quels sont les pays qui exercent à l'échelle mondiale une influence? Eh bien, ce sont les pays continents. C'est les États-Unis, c'est la Chine. Et si nous voulons ne pas voir les questions monétaires, économiques et d'immigration décidées par des pouvoirs à l'extérieur de notre région, nous avons besoin d'avoir une dimension de continent. Alors, on peut décider que c'est trop compliqué, que on ne pourra jamais s'entendre avec certains pays, toutes choses qui sentimentalement doivent être prises en compte, mais dans la réalité, si nous voulons peser d'un poids certain pour défendre nos intérêts, nous sommes condamnés à construire une Europe forte et unie, et j'ajouterai, de mon point de vue, sociale. Mais il faut reconnaître que ces traités d'une importance telle ont été passés donc sans consultation des peuples et pratiquement sans aucune couverture médiatique. Donc quelle est la légitimité démocratique en sachant cela ?
La réalité, là vous avez raison, c'est que sur des points fondamentaux de traité, sur d'autres points fondamentaux comme l'énergie nucléaire, nous n'avons pas eu recours à des votes qui approuvaient les décisions. C'est un déficit de démocratie. Mon vœu personnel, c'est que dans les années à venir, il soit corrigé. Et sinon, ce projet de traité transatlantique semble provenir directement d'un projet de la Fondation Bertelsmann, d'un rapport publié en 2004. Donc la question que je pose, c'est est-il normal que des traités de cette importance-là soient décidés par des instituts méconnus du grand public au lieu d'être débattus dans les institutions démocratiques où ça devrait être débattu? Je dirais simplement qu'il y a toujours eu des instituts privés qui ont étudié des projets de traités. Toujours. Et je rappellerai que Jean Monnet avait un petit comité pour les États-Unis d'Europe, privé, où il a consacré l'intégralité de sa fortune, qui a été financé aussi par la Fondation Ford, privée, et qui a élaboré des textes et des approches et des politiques qui ensuite ont été approuvés par des parlements. Donc le fait que l'origine d'un projet soit dans une petite fondation privée ne me choque pas. Je suis pour la diversité des idées, des tempéraments, des sources de propositions. Là où je vous rejoins, c'est qu'une fois que ça a été élaboré dans une entité plus petite, privée, assez discrète, il faut que ça vienne devant le Parlement. Oui, bien, merci.